Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Si vous aimez les jeux d'enquête, cette interview est faite pour vous. Chloé Blondel et Ben Renaud sont les créateurs de Sous-Scellé, une gamme de 8 jeux d'enquête ultra réalistes et bien ficelés. Tous les deux, ils imaginent les scénarios et sont de véritables touche-à-tout. Chloé est spécialiste de l'écriture et Ben de la direction artistique et du graphisme. Ensemble, ils ont aussi monté leur société d'édition Enigami. En février 2023, lors du Festival international des Jeux de Cannes, j'ai rencontré ce duo à l'imagination débordante. Alors, je suis très contente de recevoir aujourd'hui donc Chloé Blondel, je commence par toi, et Ben Renaud, les auteurs et créateurs de Sous-Scellé. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez l'histoire de Sous-Scellé, comment ça a démarré. Sous-Scellé, on a démarré il y a 3 ans sur un coup de tête. On aimait jouer, on aimait fabriquer des jeux puisqu'on avait un peu d'expérience et on aimait les polars et les enquêtes. Et on s'est dit, ça n'existe pas trop en France, ce genre de jeu, donc plutôt que de le chercher partout, on va le créer nous-mêmes. Et on a lancé ça en fin 2019 sur une première enquête, un peu from scratch parce qu'on n'avait pas la connaissance de tout ça. Et on est parti passionné, avec beaucoup d'espoir et de passion et d'envie, et est né Sous-Scellé. Et vous étiez joueurs déjà tous les deux de ce type de jeu ? Oui, mais comme dit Chloé, ça n'existait pas trop. Ça existait aux États-Unis surtout. C'est-à-dire du jeu d'enquête qui est plus un jeu tellement immersif qu'il n'y a pas de cartes, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de pions. C'est pas un jeu de plateau, quoi. C'est vraiment un jeu d'enquête. Et c'est vrai qu'on était joueurs principaux. Enfin, moi, je fais un petit clin d'œil à Zéphiriel, mon pote, qui m'a fait vraiment rentrer dans le monde du jeu de société et qui du coup était là aussi au début de l'aventure. Où en fait, effectivement, on était joueurs de tout et de rien. Mais c'est vrai que ce côté un peu polar, ensemble avec Chloé, on avait fait des chasses au trésor par exemple, ou des enquêtes dans des endroits en live. Et là on s'est dit, allons chercher les gens chez eux en leur proposant des enquêtes à faire à la maison, mais qu'ils n'ont jamais vues, quoi. Et du coup, vous connaissiez déjà, et pourquoi cette idée de le faire ensemble ? Alors, on est amis depuis 20 ans. Et on s'est retrouvés sur la création de jeux à l'époque où moi j'avais un escape game et on était contactés par des clients pour créer soit des escape games personnalisés, soit d'autres jeux comme la chasse au trésor dont Ben parlait. Et sur ces projets-là, j'ai appelé Ben pour dire viens m'aider. On a fait plusieurs projets qui ont très très bien marché. On s'est dit ça marche bien, on arrive bien à co-créer ensemble, donc lançons-nous dans une vraie boîte cette fois-ci, quoi. Et pour préciser un petit peu, donc Chloé c'était son métier de faire du game design, donc elle gère l'escape game. Moi j'ai toujours été graphiste et designer, et du coup effectivement ça faisait une bonne équipe où elle avait les idées et le gameplay et moi j'avais la vision graphique, et du coup ça marchait. On s'est dit pourquoi on n'essaie pas de faire notre propre boîte. Voilà, c'était bien parti effectivement sur les compétences. Ouais. Donc Chloé, tu es plutôt la scénariste, enfin l'autrice, comment tu définis ton rôle ? Alors, c'est un peu, j'allais dire un peu par hasard, mais pas vraiment. Moi, effectivement, j'ai exploré le monde du game design grâce à mon escape game. Je n'ai pas de formation là-dedans. Il a fallu créer des jeux, donc j'ai collaboré avec des auteurs. Et au fur et à mesure, il a fallu que j'en crée moi-même. Avec Sous-Scellé, ça s'est fait un peu naturellement, comme disait Ben, parce qu'on est très complémentaires dans nos domaines de connaissances, avec toujours une co-création à la base. Et ensuite, on se distribue les rôles. Donc moi, je suis plus effectivement dans la logique et le game design. Je suis aussi sur tout ce qui est partie écriture, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé qu'il fallait tel ou tel document, c'est moi qui vais le rédiger. Et tout ce qui est création des enquêtes, on le réfléchit à deux, et ensuite Ben s'occupe du graphisme. Ouais, en fait, la création des enquêtes, ça peut vraiment partir de n'importe où. Ça peut être hier j'ai vu un film, il y a cette idée-là, on la note quelque part, et au moment de faire les brainstorming, on s'en souvient. Ou alors c'est tel type d'objet, il faut absolument qu'on le mette parce que ça serait trop cool. Et à partir de ça, on va commencer à tricoter, à avoir des idées. Effectivement, ça se fait autour d'une table et tout, et après on se répartit les tâches. Et même si on a des pôles dédiés par rapport à nos compétences et nos sensibilités, on finit toujours par tout faire à 4 mains ou en s'entourant avec d'autres gens. Mais dans tous les cas, même si on s'entoure avec des auteurs, illustrateurs, illustratrices ou des autrices, on est toujours là pour chapeauter le truc. Donc en vrai, c'est vraiment un travail de collaboration. Chloé elle a des retours graphiques, moi j'ai des retours sur le game design en l'utilisant en tant que joueur par exemple. Donc c'est vraiment, il y a une synergie qui s'est créée assez naturellement et qui continue aujourd'hui. Alors vous pouvez m'expliquer le pitch de vos enquêtes ? Toutes les histoires se passent en France ? Ouais, en fait on a 2 axes qui nous définissent, on aime bien mettre ça en avant parce que c'est vraiment notre ADN. C'est effectivement, toutes nos enquêtes se passent en France pour l'instant. Parce qu'on s'est dit qu'en tant que joueur et joueuse, on s'est dit cette enquête là elle est trop bien, mais c'est John Smith à Londres.
c'est pas mal mais ça fait un peu fiction, j'ai du mal à m'identifier. On s'est dit mais en fait en France il y a tellement de potentiel et c'est un bac à sable, on peut faire plein de choses. Donc on va aller à droite à gauche dans les régions et tout. Je prends toujours un exemple, le Gardien des Caves par exemple, ça se passe à Clermont-Ferrand. Eh ben, on va aller checker les noms de famille de la région pour les donner à nos personnages. C'est un petit détail mais les gens vont pouvoir se reconnaître dedans et dire ah bah tiens oui effectivement je connais machin etc. Et le deuxième aspect c'est l'ultra-réalisme. On s'est dit pareil, il y a plein de jeux qui sont très bien, qui s'assument comme des jeux au sens avec des pions, des cartes ou des dés ou des choses comme ça et c'est très bien. Nous on a vraiment envie d'aller sur un côté immersif mais surtout très réaliste où les gens n'ont pas l'impression d'être dans un jeu et ont vraiment l'impression d'être dans une enquête de police avec des vrais PV, enfin tout est créé mais c'est calqué sur la réalité, des sachets scellés qui eux par exemple on les achète au même endroit que ceux de la police, un rapport d'autopsie, des photos, alors pour tout ce qui est photos et personnages on fait maintenant des tournages depuis assez longtemps, on choisit l'endroit, c'est surtout Chloé qui s'occupe de ça, elle a fait de la production donc ça marche bien, un lieu de tournage ou plusieurs, des comédiens ou des fois c'est des potes, pour pouvoir maîtriser tout en fait, se dire bah voilà en fait notre scène de crime il faut qu'elle ait cette tête là et en termes d'achat de stock photo ou même des trucs générés par IA c'est pas aussi facile. Ouais, et puis faire voilà encore le réalisme parce qu'effectivement quand on fait soi-même le mort sur une piste dans la forêt, alors ça doit être assez cocasse par moment. C'est les moments les plus rigolos quand on crée justement les scènes de crime parce que bon on a l'air très professionnel comme ça, mais c'est très artisanal pour l'instant. On fait jouer les potes, mais toujours dans la bonne humeur et dans le réalisme. Et oui, on a des histoires où il faut s'allonger. Ben fait souvent la doublure cadavre, donc il a dû s'allonger dans des tonnes de choses un peu sales et poussiéreuses et des choses comme ça. On est expert en recréation de faux sang et faux vomis. On est très couteau suisse sur nos enquêtes et on rigole bien, quoi. Ouais, je veux bien croire qu'il doit y avoir des moments sympas. Je précise, oui, c'est ça qui est aussi intéressant dans le travail de création, et là c'est vraiment tous les deux main dans la main, c'est de se dire ça serait cool de faire ça, ça n'existe pas ou c'est pas possible de le faire de telle manière, comment on peut faire, et c'est là qu'il y a l'inventivité, l'ingéniosité, ça fait popper d'autres idées et c'est un peu ça qui nous anime, c'est vraiment ces défis créatifs, quoi. Alors comment on s'inspire? On lit Détective tous les jours, on écoute que les podcasts de Christophe Ondelat. Y a un peu de tout, c'est-à-dire que en fait il y a deux, enfin Chloé pourra peut-être compléter, mais il y a deux façons de faire. En gros il y a effectivement la façon de on est en train de bosser sur une enquête, sur un truc précis. Je laisserai Chloé raconter l'anecdote du rapport d'obsèques, mais il y a aussi, voilà, de dire on a besoin de ça, donc on va aller chercher, se sourcer à droite à gauche, donc dans tous les films, les podcasts, les séries, toute la réalité, plein de choses, et juste la consommation habituelle et personnelle de chacun et chacune, c'est hier j'ai vu un film, tiens il y a cette idée là, où ça nous inspire, c'est vraiment donc en fait on est nourri constamment et on a de la chance parce que c'est un thème qui est bien à la mode maintenant depuis quelques années. Donc en fait ça pop de partout, donc nous ça nous nourrit vachement, quoi. Et alors il faut préciser, parce que c'est souvent une question qui revient, c'est que c'est pas des faits réels et on n'est pas forcément inspiré des faits réels, dans le sens où le fait divers, il y a une telle des faits divers, on en a tous les jours, des meurtres, il y en a malheureusement tous les jours. Donc on ne va pas s'inspirer d'une histoire en particulier, on va juste essayer de comprendre justement comment arrivent ces faits divers. Et on travaille beaucoup sur la psychologie d'un personnage, d'un tueur et de victimes et de suspects. Et c'est vraiment ça qui nous nourrit. Après, comme disait Ben, alors moi personnellement, toi je ne sais pas, mais moi je suis extrêmement fan de Affaires sensibles, on te la raconte. Je lis toujours des polars l'été sur la plage. J'ai bien sûr arraché les magazines Society quand il y a eu l'affaire du pont de Ligonnès, parce que je pense que ce qui nous intéresse tous dans le fait divers, c'est que ça nous ressemble et qu'il y a cette espèce d'attirance étrange et parfois un peu malsaine de se dire est-ce que je pourrais passer à l'acte, est-ce que ça pourrait m'arriver, et je voudrais comprendre pourquoi des gens en arrivent à tuer d'autres, et moi dans la création du jeu, au-delà de s'amuser, c'était aussi d'essayer un petit peu de comprendre ça et de se mettre dans la peau des gens et de faire vivre ça à travers nos enquêtes. Et puis ce qui marche aussi là-dessus, c'est que ce côté réaliste et ce côté, comme dit Chloé, ça peut être le voisin ou ça peut être n'importe qui, ça, c'est ce qui a fait aussi qu'on a assez naturellement exclu tout ce qui est science-fiction, extraterrestre ou magie ou quoi, sauf si ça fait partie de la psychologie d'un personnage par exemple, mais pour l'instant on n'a pas trop envie d'explorer ça parce qu'on a envie effectivement que ça fasse très réaliste et que ce soit le truc, c'est très crédible, ça peut arriver en face de chez moi demain, quoi. Et on n'est pas sur du scénario X-Files encore. Non, c'est ça, sauf si un jour il y a effectivement un gars qui croit aux extraterrestres, ça sera dans le scénario, mais ça sera dans la tête de la personne, quoi. Et alors vous êtes entouré de conseillers, quand tu parlais de
psychologie de personnage, par exemple, ou d'experts un peu dans ce domaine-là. Comment vous avez un peu travaillé ce côté très précis des choses? Ouais, enfin, on est entouré et on va chercher les gens. Moi, dans la phase de création et d'écriture, je vais, par exemple, pour créer un procès verbal, je vais en lire des tonnes. Si on n'arrive pas à trouver les éléments en ligne autour de nous, on va contacter des professionnels et surtout on a très envie que ça soit le plus vrai possible. On a beaucoup de joueurs qui font partie de la police, qui font partie des avocats, des choses comme ça, et on a envie qu'ils ne notent pas les fautes mais qu'ils se fassent plaisir dans le jeu. Donc pour ça, on fait relire nos documents quand on peut. Ben parlait du contrat d'obsèques parce qu'une de nos enquêtes, on a dû intégrer un contrat d'assurance obsèques dans le jeu pour cacher des preuves et des choses comme ça. Et j'arrivais pas à trouver de contrat en ligne. Et donc j'ai appelé des pompes funèbres. J'ai dit bonjour, on fait des meurtres. On a besoin d'un contrat d'assurance. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un modèle et nous expliquer un peu comment ça se passe dans ces cas-là? Qu'est-ce qui se passe en cas de meurtre sur l'assurance et sur les obsèques? Et ça les a beaucoup fait rire. On leur a envoyé une boîte pour jouer et ils nous ont beaucoup aidés sur cet élément-là. Donc c'est vraiment d'y aller un peu au culot. Pareil sur nos autopsies, ça va être de les faire relire par un médecin pour dire si les plaies qu'on fait sont réalistes, si la mort est logique. Et donc on apprend plein de choses à chaque enquête. Ouais. Mais oui, c'est ça, parce que pour que ça soit vraiment crédible, il faut effectivement devenir un peu expert de chaque domaine. Oui, et puis même des fois on se demande si on pousse pas le détail un peu trop loin, mais déjà ça nous correspond parce qu'on aime bien, même si ça va pas se voir à l'œil nu entre guillemets, nous on sait qu'on a poussé le truc. Et je pense que même inconsciemment, ça participe au réalisme de l'enquête. C'est vraiment des petits détails qui, des fois, les gens s'en rendent pas compte, mais ça participe vraiment à l'expérience. Donc du coup, voilà, nous on se dit, ça sera jamais perdu de faire tous ces petits détails. Donc c'est génial, quoi. Le catalogue, alors, il est composé de combien d'enquêtes? Quelques thèmes à me donner? Pour l'instant, on a 8 enquêtes, dont 6 unitaires, ce qu'on appelle les one-shots, c'est-à-dire tu joues une seule... Enfin, tu peux jouer en plusieurs fois, mais en tout cas, c'est une histoire finie. Et on a 2 enquêtes en plusieurs boîtes. Qui sont des trucs un peu plus gros, un peu plus riches, qui se jouent vraiment plusieurs heures. En termes de thèmes, on essaye de varier. Comme je te disais tout à l'heure, ça peut partir de n'importe où l'idée de départ. On a du meurtre dans un petit immeuble, on a une jeune fille qui est retrouvée pendue dans les bois et la mort est très suspecte. On a un repas de famille où il y a des secrets qui vont popper, des rivalités, des trucs un petit peu comme ça. Chloé a rendu un hommage aux escape games, on a vraiment un meurtre qui se passe dans un escape game. C'est pas une escape box, mais il faut retracer le parcours des joueurs, etc. On a une jeune fille à qui tout sourit, qui se retrouve morte dans la cour de son immeuble alors qu'elle habite au 3e étage. On essaye d'explorer un peu tous les thèmes. Alors c'est pas tout le temps des meurtres, hein, heureusement, mais on essaye Au final, ça reste un outil pour raconter une histoire, pour raconter des personnages. Comme disait tout à l'heure Chloé, raconter des psychologies, des comportements. On a vraiment un soin qui est apporté à nos personnages parce qu'en vrai, c'est pas que les mécaniques sont basiques, parce que là aussi on essaye d'innover, de surprendre les joueurs, mais c'est vrai que c'est les personnages et le scénario qui font la part des choses. Le matériel évidemment, mais s'il n'y a pas un scénario attachant où les gens ont envie de s'impliquer, de se dire on a vraiment envie de trouver qui a tué cette personne, ça marcherait pas. Donc en fait c'est là-dessus qu'on essaye de trouver des thèmes accrocheurs, quoi. Je n'ai rien à rajouter, il a très très bien vendu nos enquêtes, c'est-à-dire qu'on fait ça sur le stand depuis 48 heures et on est hyper rodé en pitch. Ah oui, je veux bien croire, ouais. Et alors, il y a des collaborations avec des auteurs aussi? Oui, ça a été quelque chose qui était dans le projet dès le départ. Déjà, pour la première raison, c'est que nous, on arrive aussi parfois à notre limite d'idées et d'univers. Et c'est surtout, comme disait Ben, c'est vraiment l'univers qui nous intéresse. Donc, quand on fait venir des gens, c'est pas forcément des game designers, c'est pas forcément des professionnels du jeu, c'est des gens qui vont nous apporter l'univers que nous, on ne connaît pas. Notre première collaboration était avec un scénariste qui n'a rien à voir avec le monde du jeu, qui avait juste une capacité de créer des personnages, et il se trouve qu'on a fait toute l'enquête à Thonon-les-Bains, puisque toute sa famille vient de là-bas. Donc il a dit, mais en fait, on va utiliser l'immeuble de mon grand-père, je vais vous raconter ça. C'est toute une enquête autour du domaine de la justice, il avait des vraies connaissances là-dedans, donc il nous a vraiment apporté cette connaissance-là. Une autre collaboration qu'on a eue, c'était avec Taous Merakchi, qui est une autrice un peu spécialisée dans et l'adolescence et l'horreur. C'est vraiment sa marque de fabrique, et elle est arrivée avec l'envie de partager cette passion à travers une enquête. Donc on a bien rigolé sur la création de ça. On a travaillé 2 fois avec Théo Rivière,
les amateurs du monde du jeu connaissent bien, puisque c'est un auteur connu du monde du jeu, et qui, pareil, arrive avec des idées un peu de dire tiens, j'ai envie d'une enquête qui se passe sur plusieurs décennies, venez, on en discute, quoi. Donc ça, c'est notre dernière enquête, Les Maudits de Phosphorons, où on suit des ados de 1997 à 2022. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers des collaborations dans ce sens, sur des profils différents, pour que nous aussi, on s'en inspire. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on travaille avec des game designers, j'aimerais beaucoup qu'on travaille avec des auteurs de polar. Moi, c'est vraiment mon but, c'est d'aller choper Maxime Chatham et qu'on travaille ensemble. On va aller un peu dans le domaine un peu science-fiction aussi. Ouais, oui, voilà. Et puis je crois que effectivement, comme dit Chloé, c'est pour pas tourner en rond, pour nous enrichir et explorer de nouveaux horizons. Mais je crois, je vais pas parler pour eux, mais je crois que les auteurs, autrices avec qui on a travaillé, vu que c'est pas forcément, c'est assez nouveau pour eux au final, même notre façon de travailler ou comment on va gamifier la chose, j'ai l'impression que c'est un peu un bac à sable pour eux et qu'ils se disent je connais mon métier, je sais faire ça, quel que soit le métier, mais là ça j'ai jamais fait, donc c'est un peu un exercice et je crois que ça les excite un peu aussi, du coup ça galvanise tout le monde, quoi. Alors vous m'avez dit 8 enquêtes en 3 ans. Vous ne chômez pas trop quand même. On a un peu charbonné. Ouais. Là, on va se reposer un petit peu. On avait cette envie d'avoir une gamme très vite assez étoffée, puisque c'est un jeu qui n'est pas rejouable et on a envie de fidéliser les joueurs. C'est-à-dire que si vous avez aimé nos enquêtes, il y en a d'autres. Et puis on s'est rendu compte aussi que plus on avance, plus on a envie de soigner la réalisation et que ça prend de plus en plus de temps. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup utilisé nos appartes, les maisons de nos parents, les caves des copains, les potes en figurant et en victime. Et là, on a envie de se professionnaliser un petit peu. Ouais. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, on ne peut pas avoir 4 fois la même victime. ça commence à paraître louche. Donc, on a vraiment envie de prendre le temps de réfléchir à des nouvelles façons de faire et de surprendre aussi nos joueurs, quoi, et de vraiment fidéliser notre communauté. Du coup, vous mettez combien de temps à travailler finalement à fond sur un dossier ? Là, comme disait Chloé, l'estimation évolue tout le temps, mais là, effectivement, en cumulant tout, prenant notre temps, la production, etc., on est entre 5 et 6 mois pour créer une enquête de la toute première idée, la toute première réunion, jusqu'à la boîte prête à envoyer, quoi. Okay. Donc c'est des brainstorming, c'est des plannings, c'est une préécriture, c'est des moodboards graphiques, les rendez-vous avec les auteurs, les autrices ou même les graphistes. Donc ça prend du temps, les tests, qu'est-ce qui marche pas, faire des changements de gameplay, du coup quand on tire une ficelle, ça bouge de l'autre côté. En design c'est pareil, on peut être très content de ce qu'on a fait avec Chloé et dès qu'on le fait tester, c'est pas qu'ils aiment pas, c'est que ça fait popper des problèmes. Enfin, n'importe quel créateur et créatrice de jeux connaissent ça. Donc en fait voilà, faut prendre le temps. On arrive à faire des miracles, mais on a aussi envie de prendre notre temps pour être sûr que c'est encore mieux que ce qu'on veut, quoi. Alors on peut parler un peu de la partie graphique justement, parce qu'effectivement ça c'est un des gros boulots pour que ça soit réaliste. Je voyais sur votre stand un vieux calendrier de la Poste par exemple, on a tous connu ça. Ça c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a ce que nous on va appeler les props, ça fait un peu américain mais on appelle ça comme ça, les éléments de jeu, quoi. Il y a les classiques, il y a le PV de police, il y a le rapport d'autopsie, tous ces trucs-là qu'on saupoudre un petit peu d'enquête en enquête pour un peu rassurer les gens et qu'ils soient à la maison, mais on essaye aussi de les surprendre. Et effectivement, tu prends l'exemple du calendrier de la Poste, là on s'est dit, c'était l'idée de Chloé d'ailleurs, ça serait trop cool, je veux un calendrier parce que c'est cool, parce que ça se passe à la campagne et que c'est très rural, voilà. Hyper dur à trouver un calendrier de la Poste, extrêmement dur. Allez dans votre bureau de poste, vous n'en trouverez pas. Ça se fait plus. En milieu d'année en plus, ouais, mais même, je veux dire, c'est grâce à un auditeur et un ami qui m'a dit je suis postier, viens on se rencontre, il m'a donné un calendrier. On a tout décortiqué, on a tout scanné, on a fait nos modifs et on a réimprimé un faux calendrier de la Poste. Et ça, c'était cool. C'était en termes de boulot, c'est beaucoup, mais en fait, en termes de quand tu reçois l'élément de l'imprimeur, tu te dis yes, cool. Ça a de la gueule et ça va. Et les gens, quand ils vont ouvrir, vont dire non mais c'est pas possible. Ouais, et puis un côté, pour le coup, on a tous connu ça chez la grand-mère, par exemple. Exactement. Et c'est pour ça, dans certains thèmes d'enquête, effectivement, quand on commence à travailler sur le thème, il y a des images qui viennent. Moi, oui, parce que je suis graphiste, mais Chloé a plein d'idées aussi qui viennent. C'est pour ça qu'on les met en commun, de se dire on est dans telle époque ou on est à tel endroit, ça serait trop cool qu'il y ait ça. Donc on se fait une wishlist, on en enlève évidemment, on les garde pour plus tard parce que c'est pas possible pour X raisons. Et c'est les idées qui restent, c'est ok, comment on fait ce truc-là ? Ah mais on pourrait aussi faire ça. Ah ouais, trop bonne idée. Ah non, c'est trop cher, blablabla. Et en fait, en graphisme, c'est comme ça qu'après on arrive à trouver un équilibre entre
qu'est-ce qui est réaliste et qui doit être dans la boîte pour que les gens y croient, et comment on peut surprendre les gens avec des petits éléments, un calendrier, un CD, un petit prospectus de serrurier que tout le monde a dans ses escaliers, voilà, etc. Et on navigue dans quelles époques à peu près? On reste très contemporain ou On a voyagé un petit peu. Notre toute première enquête, elle était dans les années 2000 parce qu'on voulait que ce soit pré-internet, parce que justement on voulait s'enlever ce côté, parce qu'on l'a pas forcément précisé, mais il y a toujours une petite partie dématérialisée, parce que du coup c'est la réalité. En vrai, tout n'est pas dans une boîte en carton. Mais la majeure partie du temps, on essaie d'être entre 2010 et 2020, même si là la dernière, effectivement, on touche un peu les années 97. Mais oui, on essaye d'être... En fait, on n'a pas de règles particulières. Peut-être qu'un jour, on fera une enquête au 19e siècle. Ça peut nous exciter, mais qui serait toujours très réaliste. Mais pour l'instant, on s'est mis là parce qu'effectivement, on a envie que les gens... comme disait Chloé, il faut que ce soit à la maison, il faut que les gens aient besoin de se projeter le moins possible et qu'ils se disent waouh, c'est une enquête de maintenant, quoi. Et ça aussi, c'est des challenges, notamment les oubliés, donc, qui se passent dans les années 2000. Graphiquement, pareil, il faut se dire, il faut retrouver, si on veut une facture de téléphone, comment étaient les factures de téléphone à cette époque. Ça fait seulement 20 ans, mais c'est pas si facile que ça n'a pas une gueule de maintenant. On a fait une enquête, donc la fille du 3e, qui se passe il y a 3-4 ans. Sans spoiler, dedans il y a des captures d'iPhone. L'écran d'un iPhone, le dock n'était pas le même que maintenant, donc faut faire des recherches comme ça. Et ça, c'est à la fois, j'allais dire chiant, mais à la fois très excitant parce que tu te dis, c'est hyper crédible et on a fait les moindres petits détails. Oui, c'est vraiment bien précis. Je rebondis, quand tu parlais du calendrier de la Poste, par exemple, il n'y a pas de problème de droit pour utiliser des logos, ce genre de choses. Comment ça se passe? En général, on essaye oui, ça peut être considéré comme de la parodie, on va dire ça. Je vais m'appuyer sur l'exception de parodie. Des fois, c'est pas obligatoire. On a créé plein de fausses entreprises avec Chloé, plein de faux logos, et ça c'est pareil, c'est très excitant. Là, pour le calendrier de la Poste, on a fait un simili, il est reconnaissable mais c'est pas lui. Ouais, okay, donc on va dire qu'on est sur le fil, on attend les gens en costard s'il y a un problème, mais non, mais je pense qu'effectivement c'est de la parodie, et puis c'est un petit détail, mais pareil, ça participe à l'immersion, quoi. Okay. Alors on va parler plutôt de la partie édition aussi maintenant, parce que voilà, c'est aussi le gros boulot. Vous êtes à la fois les auteurs mais les éditeurs. Voilà, comment ça se passe cette partie-là, et j'imagine que c'est pas toujours simple non plus. Ça se passe surtout qu'on a été un peu forcés parce qu'on n'a pas réfléchi quand on a lancé l'idée. On s'est dit bien sûr on va faire ça, mais après concrètement comment ça se passe, et même si on était des amateurs de jeu avec Ben, on ne connaissait pas le monde du jeu. Donc c'est venu assez naturellement de dire notre jeu on va le créer. On a appris par la suite que ça faisait de nous des éditeurs, donc t'es là d'accord, on devient éditeur, pas de souci, et on a un peu appris sur le tas. On n'a jamais fait justement la démarche de proposer le projet en proto à des éditeurs parce qu'on savait même pas que c'était possible à l'époque. Donc par la force des choses, on est devenu éditeur. Après, on est des éditeurs de nos propres jeux qu'on crée, donc c'est un peu particulier, quoi. Rien ne nous empêche de développer ça à terme et de recueillir des jeux déjà créés par des gens, pourquoi pas. Voilà, l'édition, ça s'est fait, le statut d'éditeur, ça s'est fait un peu comme ça, et après on s'est occupé de la production. Et pour le premier jeu, du coup, vous avez complètement autofinancé? Vous aviez été sur du participatif? Comment vous avez bénéficié de financement? Non, jamais. On a lancé l'idée, je crois, en octobre 2019. On se dit ok, on a envie de faire ça. Donc on se lance de l'écriture, et après on s'est dit comment on en parle aux gens, comment on récolte des sous. Et on s'est dit il y a Noël qui arrive. Donc on a monté un site en une semaine, je pense, en disant aux gens voilà, on a envie de créer des enquêtes, ça se passera dans les Vosges et ça sera des femmes disparues. Est-ce que vous voulez préacheter la première boîte? Et on a fait toute la production de nos premières boîtes sur du financement en pré-vente. D'accord. Voilà. Et après, on n'a jamais pris le temps de faire du participatif parce qu'il y a plein de campagnes de jeux similaires qui se passent comme ça et qui se passent bien. Et depuis, on navigue un peu comme ça, toujours un peu à vue de nez. Et vous avez à peu près vous éditez combien d'exemplaires à peu près de vos dossiers? Alors vu qu'on produit tout en interne dans un tout petit atelier d'assemblage à Paris, on est obligé de faire des mini productions, c'est-à-dire qu'on fait du réassort très régulièrement. Okay. Donc on tire en général nos premières enquêtes à 500 exemplaires et ensuite on s'adapte à la demande. Le Gardien des Caves par exemple qu'on a sorti à Noël 2020, on a vendu à peu près 3500 exemplaires jusqu'à maintenant. Alors, comment ça se passe justement la distribution après? Vous avez le site internet, vous envoyez directement ou vous avez un distributeur? Comment ça se passe? Jusqu'à maintenant, on fait tout sur la vente de notre site.
Grâce au Festival de Cannes l'année dernière, on a commencé à rencontrer des distributeurs et là on est sur le point d'annoncer une très bonne nouvelle mais qui reste encore secrète pour l'instant, mais nous allons être distribués par un distributeur. Bah, super. Et puis en attendant, on fait un peu les marchands de tapis avec les boutiques. Ça c'est assez cool aussi, comme disait Chloé, on ne connaissait pas ça il y a 3 ans, donc c'est aussi des métiers qu'on découvre. Et la relation avec les ludicaires et tout, c'est vu que par la force des choses on le fait nous, mais c'est un bon truc parce que déjà ça nous fait rencontrer plein de gens, ça nous apprend à encore mieux parler de notre produit. Donc en attendant qu'il y ait cette très bonne nouvelle dont Chloé parle, on toque aux portes des ludicaires et ça se passe plutôt bien. Là on a eu plein de rendez-vous sur le Fige et les gens sont assez enthousiastes. Ouais. Et alors la suite, vous la voyez comment ? Oula, vaste question. L'idée c'est de continuer à créer des enquêtes, essayer de surprendre les gens, essayer de se renouveler, de toucher le maximum de gens pour qu'on nous connaisse et que les gens profitent justement de se dire ils testent une enquête et il y en a plein d'autres. Après c'est vrai que c'est Chloé qui a plus la vision. Moi je suis un artiste. La suite, c'est vraiment de se professionnaliser un petit peu. Ça a été très marrant pendant 3 ans de faire de l'artisanal. On est un peu victime de notre succès et ce qui est bien, c'est que le jeu a trouvé les joueurs. Donc il faut qu'on professionnalise tout ça pour améliorer nos boîtes, pour améliorer la production, pour réfléchir à stratégiquement qu'est-ce qu'on veut dans la gamme d'enquêtes. Donc peut-être développer des enquêtes plus courtes ou plus longues pour enfants, dématérialisées. Voilà, il y a vraiment un monde qui s'offre à nous et là on s'est décidé à prendre un tout petit peu de temps en dehors de la création pour se poser un peu sur notre marque, sur ce qu'on veut faire de tout ça. Avec l'arrivée du distributeur, c'est aussi de réfléchir à la stratégie commerciale. Donc là on devient un petit peu plus professionnel, toujours dans un monde du jeu très bienveillant, donc ça nous plaît toujours et on va continuer sur cette lancée, quoi. Et pour vous, c'est votre travail à plein temps à tous les deux aujourd'hui ? Oui, en partie, on fait un petit peu des petites missions par-ci par-là, mais ça demande beaucoup de travail, quoi. Oui, parce qu'effectivement, au tout début, c'était une bonne idée. On s'est dit, ok, on va mettre du temps dessus, etc. C'était de la passion plus. Et puis on s'est dit, en fait, on a envie de se professionnaliser. Donc on va prendre du temps. Donc petit à petit, Chloé avait encore son escape. Moi, j'ai toujours été designer freelance. Mais c'est vrai que ça a pris de plus en plus de place parce qu'on avait envie que ce soit le cas et qu'on s'est dit, il faut qu'on se donne les moyens. Donc là, oui, maintenant, effectivement, à part 2-3 trucs, c'est notre job à plein temps. Parce que sinon on peut pas grandir comme on veut grandir, donc en fait c'est ça, c'est un peu la bottom line, c'est on se donne les moyens parce qu'on y croit, les gens y croient, on voit le retour, ça fait super plaisir de se dire waouh, on a créé tout ça de nos mains à partir de rien et les gens maintenant jouent et reviennent et nous font des compliments et tout, donc on a envie de continuer cet échange d'amour en vrai. Je rebondis sur on a créé tout ça de nos mains, c'est physiquement vrai, c'est-à-dire que c'est nous encore maintenant qui nous occupons de l'assemblage en partie. C'est nous qui allons à la poste, c'est nous qui répondons aux mails, c'est nous qui sommes vraiment là derrière sous scellé, ce qui est chouette parce qu'en plus on a une communauté qui nous suit aussi et qui nous apprécie pour ça, je pense, c'est que c'est Ben et Chloé derrière sous scellé, quoi. Ouais, c'est cool. Et justement, ce changement d'échelle qui arrive tout bientôt, là, qui va du coup nous faire un peu respirer avec le distributeur, ça va nous permettre de se concentrer sur ce qu'on sait faire le mieux, tout en en essayant de préserver cet ADN justement de proximité avec notre communauté, avec les joueurs, les joueuses, et de garder ce qui fait notre marque de fabrique, c'est-à-dire à part tout ce que je t'ai dit, le réalisme, ça se passe en France et tout, il y a aussi, comme dit Chloé, notre patte, parce qu'on est derrière, on aime bien montrer comment on travaille, les coulisses, on aime bien partager ça avec les gens. Donc ça, on va essayer de faire tout à une autre échelle, mais on va garder tout ça. Vous avez une idée du nombre d'éditions, d'une boîte avec le futur distributeur ? Combien vous allez tirer d'exemplaires de chaque enquête ? Non, alors on n'a pas toutes les enquêtes pour l'instant, mais là on va les tirer à 4000 exemplaires par référence, sur certaines références. Donc ça nous fait tout bizarre. On n'a pas l'habitude beaucoup d'assemblage comme ça. Oui, mais là on s'en occupera plus. Ok, je reviens sur la production. On est sur de la production française ? Oui, alors pour plein de raisons. On a fait tout un post là-dessus parce que, comme dit Ben, on aime beaucoup montrer les coulisses. Les polices. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur dès le départ. C'est quelque chose qui est physiquement pratique. C'est-à-dire que quand on tire à 200-500 exemplaires, on ne veut pas attendre des délais de transport, des choses comme ça. Donc on a un imprimeur qui est à 10 minutes de notre atelier. On source des objets si possible en France. On a trouvé une entreprise qui nous fait nos boîtes à Lyon. Vu que c'était par la force des choses qu'on était obligé de faire, on a décidé de le valoriser et on pense que c'est important de produire en France.
Ça va peut-être évoluer malheureusement puisque la question de la production est compliquée quand on met les doigts dedans puisque la production en France reste très chère et qu'à un moment donné il faut qu'on en vive aussi un petit peu sinon on devrait arrêter. L'idée c'est quand même de garder nos valeurs donc aller peut-être vers une production hors de la France mais on va rester en Europe pour éviter quand même de trop détruire la planète. Ok. Je vous propose un petit jeu pour finir ce podcast, un petit portrait chinois. Oui. Donc je vous laisse répondre l'un après l'autre. Donc si tu étais Chloé, un mode de jeu, tu serais solo, coopératif, semi-coopératif, compétitif. Oh, c'est hyper dur. Je serais coopératif. Moi, j'aime le jeu, mais je suis pas vraiment spécialiste et j'ai besoin d'être entourée de gens qui connaissent le jeu et qui me disent viens, on connaît déjà les règles, on installe tout et on joue ensemble et tu kiffes. Tout ce qui est aller chercher des nouveaux jeux, des choses comme ça, c'est moins mon kiff. Donc coopératif, faites-moi jouer collaboratif et on passe un bon moment. Ok. Ouais, moi j'aurais dit pareil, peut-être parce que j'aime gagner. Comme beaucoup de joueurs, mais je trouve que la victoire collective est plus grisante que la victoire. Enfin, pareil, quand il y a des jeux compétitifs et que je gagne, je t'en entends parler pendant longtemps. mais c'est vrai que la victoire collective est cool parce que je me dis qu'on a vraiment réussi à bosser ensemble. Enfin, bosser entre guillemets. Et du coup, c'est trop bien et on peut se taper dans la main et c'est chouette. Donc, oui, j'aurais. Après, j'ai pas trop la définition de semi-collaboratif, mais du coup. Ah bah alors ça, semi-coop, je t'invite à jouer à Nemesis par exemple, de Funforge. Voilà, tu dois sortir d'un vaisseau spatial avec des aliens, mais tu as des missions secrètes par exemple. Ah bah non, alors du ça, coup, parce que j'aime des bien. objectifs secrets. Si, ça c'est cool. Bon ok, bah je change mon vote et je mets semi-coopératif parce que ça met un peu de sel et c'est rigolo. Voilà, tu peux être pote mais un peu traître en même temps. Ouais, ok. Bah je fais ça. Allez hop. Tu fais ça Pour finalement. faire un peu différentes clés. Ok. Donc garde le micro Ben. Si tu étais une mécanique de jeu, alors c'est très vaste les mécaniques de jeu, hein. Ouais. Mais après tu peux en mettre plusieurs si tu veux. Waouh. Ah c'est dur. Mécanique de jeu. Tu peux me donner des exemples vite fait placement d'ouvriers, jeu de gestion, deck building. C'est dur. C'est dur. Ouais. Par exemple, s'il y a un jeu que tu préfères. J'allais me baser sur ça. J'arrête pas de jouer à Roots, donc j'aurais dit. Enfin, il est asymétrique du coup, mais c'est pas vraiment du placement d'ouvrier. En fait, ça dépend. Il est tellement riche. Un jeu multiple. Asymétrie, ça peut être une mécanique. Bah voilà, un jeu asymétrique parce que je me dis que c'est un peu à l'idée de ce qu'on disait. C'est on se renouvelle tout le temps. On essaie de trouver de nouvelles manières de s'amuser. Donc j'aurais dit un jeu asymétrique. Ouais. Ok. Alors moi, je suis vraiment la noob du jeu. J'ai pas de jeu. Alors, le dernier que j'ai beaucoup aimé parce qu'on était ensemble et qu'on a rigolé et qui se met vite en place et qu'on avance vite dans le jeu, c'était Cosmopolite, si je me trompe pas. Moi, je crois que j'aime bien les jeux d'ambiance, j'aime bien. Voilà. Je crois que je suis Cocktail vraiment. Game, ce genre de choses. Ouais, un peu. Alors, du coup, je sais pas si c'est négatif ou pas parce que je crois que j'ai pas la patience d'aller vers les très longs jeux, même si j'ai joué à Scythe et à Roots avec Ben. Je crois que moi, j'ai besoin de. On fait des parties, on avance et je me professionnalise. J'avance au fur et à mesure, mais ouais, je suis moins sensible que Ben à ça. Une troisième question, si tu étais auteur de polar. Oh. Qui je serais ? Ou scénariste d'un film polar, pourquoi pas. C'est hyper dur. Alors, je vais dire un truc qui est très dur, c'est que j'ai que des noms d'hommes en tête et ça m'énerve. Ah ouais. Donc je bloque un peu sur celle-ci. Il y a Marie-Louise Clark, sinon. Oui, mais j'aime bien les gens encore vivants parce que je trouve que c'est assez chouette aussi de mettre ça en avant. Je suis pas assez spécialiste de ça. Je réfléchis en termes de polar parce que j'en ai lu dernièrement. Je vais laisser Ben répondre, je réfléchis. Moi, je vais tricher si ça t'embête pas parce que je lis assez peu de polars. Bon, je vois des films comme tout le monde, mais je lis pas mal de comics noirs et de polars. Et du coup, je pense à un auteur qui s'appelle Ed Brubaker. Si les gens connaissent pas, je leur invite à lire Fatal, à lire Criminal, ce genre de choses. C'est comme du polar mais en BD, en comics. Donc voilà, Ed Brubaker qui fait qui s'attache surtout à des personnages. Ça renvoie à ce que je te disais tout à l'heure, parce que moi c'est ce qui marche sur moi en fait. Dans n'importe quel média,
Si j'ai pas des personnages en qui je crois ou que je veux même détester ou que je veux suivre, ça marche, je vais sortir du truc. Et lui, c'est vraiment il bosse avec un illustrateur qui s'appelle Sean Phillips, il bosse souvent en duo. Franchement, allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment génial. Donc ouais, je dirais Ed Brubaker. Ok. Comme ça, les gens vont se dire qui et ils vont Bah, aller on va voir. chercher, c'est bien. J'ai trouvé en attendant parce que du coup j'ai pu aller googler. Tricheuse. Je voulais une femme. Non, c'est parce que en fait ça m'a rappelé des choses qui m'ont fait vibrer à l'adolescence et dans ma vie de jeune adulte, c'est que j'ai été fan absolue de tous les romans de Patricia Cornwell, notamment avec la Caisse Carpeta qui est une médecin légiste et on suit ses aventures sur une quinzaine de livres et je crois que ça a un peu fait naître ma passion du polar et du gore parce que les médecins légistes, j'adore ça. Trifouiller dans les corps, moi j'adore ça. T'as loupé Et, ta vocation. Et donc voilà, je vais dire Patricia Cornwell. Bah super. Bah écoutez, ah oui, petite autre question. Qui aimeriez-vous voir à mon micro? Entendre plutôt, parce que voir non, Moi mais j'ai une entendre. petite idée, je sais pas si on a la même. En même temps ou pas Spiral Édition. Ah oui. On est en contact, on va essayer de... je vais faire un C'est tour. les gens les plus gentils du jeu. C'est devenu des amis depuis l'année dernière et de voir exploser leur maison d'édition et la sélection aux As d'Or et tout ça, ça nous rend tellement heureux. Et il y a tellement une belle histoire derrière cette maison d'édition qu'on a envie de les voir. Et justement, pour leur faire un petit clin d'œil, c'est comme disait Chloé, en fait l'année dernière c'était notre premier Cannes. Et du coup, on a réussi à rencontrer plein de gens par relation. Donc les gens, et c'est eux, avec Théo Rivière aussi, donc Mathias Guillot, Guillaume Fepo et Yannick, qui nous ont un peu introduits au monde du jeu, nous ont présenté des gens, et nous ont fait nous rendre compte que c'était... Enfin, on n'avait pas d'appréhension particulière, mais on s'est dit, mais les gens sont gentils dans Mais carrément. dans ce milieu. Et du coup, ils nous ont vraiment... C'est un peu nos parrains d'une certaine manière. Ils nous ont accompagnés, donc du coup, voir que eux avancent aussi de leur côté et ont du succès, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Donc oui, Spiral Édition est joué à District Noir. Du coup. District Noir, Ouais. vous êtes fans tous les deux, j'imagine. Ouais. Bah, là, tu vois, pour le coup, c'est le genre de jeu dont je parlais. C'est un jeu rapide, il est magnifique en plus. Et on s'est amusé, on a fait plein de parties. Et c'est aussi un jeu d'ambiance d'une certaine manière. Donc oui, absolument. Eh ben, merci à vous deux d'avoir joué le jeu de cette interview. Et donc, je vous propose de terminer par la phrase habituelle sur Tu joues ou quoi. Alors, sous scellé, tu joues ou quoi? Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi? Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi. À bientôt pour un nouvel épisode.